Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naou. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, nous recevons Madame Corinne Gozlan, présidente de la fondation abritée par la Fondation du judaïsme français, la Fondation Julien et Stella Rozan. Nous avons également l'honneur de recevoir aujourd'hui la lauréate du prix de la coopération féminine, créée par la Fondation Julien et Stella Rozan en 1989. Bonjour Emmanuelle Green, bonjour mesdames. Vous êtes créatrice de parfums et vous racontez votre métier, vous allez nous le raconter peut-être de l'intérieur, un métier qui intrigue et qui fascine en tout cas. Vous êtes née de vous être créatrice de parfums, on entend bien. Le thème du prix de la coopération féminine de l'édition 2024 pouvait nous faire rêver tout particulièrement cette année car il s'agit comme thématique de l'art de sublimer l'essence, de réinventer pour transmettre. Ce thème a suscité de nombreuses réflexions profondes et a visé et vise toujours à encourager les femmes, car c'est précisément l'objet de la fondation, de votre fondation. Mais avant de présenter la lauréate, avant de parler du prix, nous avons envie d'entendre d'où vient cette fondation, comment elle est née, la genèse. Et si vous voulez bien, Madame Gozlan, vous présenter en quelques mots avant de présenter celle que vous incarnez si bien. Bien sûr, c'est très gentil. Bonjour. Bonjour Véronique, bonjour Emmanuel. Je suis absolument heureuse de pouvoir toujours évoquer cette fondation dans la mesure où c'est une filiation directe de ma mère et de mes parents, Julien et Stella Rozan, que je tente de porter aussi bien que je peux dans la mesure où je suis entourée d'un jury de qualité, où je suis soutenue à la fois par 17 personnes dans votre jury cette année. C'était assez important. Et en plus, c'est la coopération féminine, c'est la Fondation du judaïsme, des institutions qui sont formidables et qui sont à l'écoute pour la coopération féminine de femmes et de femmes qui ont du talent. La preuve, c'est qu'on arrive à faire au fur et à mesure émerger ou à découvrir des talents et c'est le but de cette fondation. Quand ma mère l'a créée, dans les statuts, elle a demandé, elle a écrit que c'était pour promouvoir un talent féminin français, une femme juive qui, dans certains domaines, aurait besoin d'être reconnue et encouragée pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle veut faire, son projet. Donc c'est la création dans tous ses sens, puisque c'est la sculpture, l'écriture, le cinéma, le 7e art. Exactement. Au début, c'était artistique. Et elle a commencé par la sculpture, la peinture, le cinéma, le théâtre, l'écriture, la philosophie, puisque à l'époque, dans le jury, il y avait des gens éminents, comme Élisabeth de Fontenay, par exemple, dans le domaine de l'écriture et de la philosophie, Catherine Chalier, enfin des personnes qui ont été récompensées aussi. Catherine Chalier a été récompensée, avait écrit sur Lévinas. Donc ça donnait une stature et une hauteur très intéressante, une profondeur. Et puis de son vivant, ma mère a pensé qu'il était intéressant de récompenser aussi une personne engagée dans les problèmes de société actuels. Je dis actuelle puisque c'était à l'époque, en 2003, où elle a pensé déjà à cela. Et parce qu'elle soutenait et elle soulignait que les personnes, déjà à cette époque, avaient des droits, mais ne respectaient pas dans la société française leurs devoirs. Alors, si vous voulez, vous pouvez nous parler un peu de ces droits pour lesquels elle s'est battue, parce que c'est pas tous les... Je veux dire, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pour les jeunes filles, les jeunes femmes, on parle de parité, on parle de genre, on parle aujourd'hui, à l'époque, parler de certaines problématiques, peut-être que vous pouvez nous parler de certaines, comme l'excision, des problématiques qui étaient compliquées à aborder. Exactement. Et qu'elle abordait avec beaucoup de courage et de force. Alors là, c'est au moment où elle a été présidente de l'Internationale des femmes juives, autour de cette année, justement, 83. Dès le début, elle a été intronisée pour son rôle de présidente
à Nairobi. Donc, ça lui a donné l'opportunité de découvrir la vie des femmes d'Afrique. Et donc, ça n'avait rien à voir avec la femme juive en particulier, mais elle a souligné le drame des femmes qui subissaient l'excision. Et donc, elle a C'est une ouverture d'esprit, une ouverture d'esprit altérité particulière, tout en étant, en colportant ses messages dans le monde entier, elle a été à l'international. Et ça, c'était avant la création du prix. Et au moment du prix... En 89, je crois. La création, c'était il y a 35 ans maintenant, en 89. Là, c'était l'art qu'elle voulait justement souligner, mais elle est revenue aux problèmes de société, justement, qui ne l'ont pas quittée et auxquels elle était sensible, même si elle était très sensible à l'art, à la musique, à la peinture, à toutes sortes de développements artistiques. Elle s'est dit, c'est un prix qui peut récompenser. Le premier, c'était la démarche citoyenne, par exemple. Donc, ça a été très amusant parce que c'était très innovant à l'époque. Dans le début des années 2000, c'était le premier site pour enfants. Ça s'appelait lepetitcitoyen.com, mais c'était vraiment visionnaire. Et donc, pour les enfants, de se former à la vie civique. Et puis, il y a eu d'autres... le vivre ensemble, le respect de l'autre, des sujets dont on parle sans arrêt maintenant. Et aujourd'hui, par exemple, je pense à Abigail Tullier, qui, elle, parlait de tout ce qui était les problématiques de dyslexie, dysaphasie, qui sont aujourd'hui traités à l'école, qui étaient des sujets très importants, pas du tout traités à l'époque. Donc, vous mettez en valeur aussi des femmes qui ont des problématiques qui sont un peu différentes. Et surtout, elle a fait, par exemple, cette recherche en matière scientifique pour développer un logiciel spécial pour ses enfants, pour qu'ils puissent surmonter et tout de même développer leur mathématiques, parce que c'est surtout dans l'application mathématique, grâce à ce logiciel. Donc, c'est vrai maintenant, l'éducation nationale permet même d'avoir du temps supplémentaire pour les examens. Donc, il y a une vraie prise en compte. Et puis d'être soutenu. Parfois, il y a des auxiliaires qui les accompagnent quand ils ont vraiment un handicap. Mais si on ne met pas en lumière ces personnes qui font ces recherches particulières, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, tous les 2 ans, nous recherchons des thématiques nouvelles et qui peuvent être dans des domaines totalement différents. Et puis, c'est à l'issue d'un brainstorming au sein du jury. Et comme on est nombreuses maintenant, ça vient de tous les côtés. Mais finalement, on arrive à en faire quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Parce qu'à la fin, il faut donner une thématique commune pour pouvoir en faire un appel à candidature. Et je pense que cette année, ça a été suffisamment clair, puisque... ça a été justement l'art de sublimer les sens, réinventé pour transmettre, qui nous ont permis d'avoir des dossiers, plus de 20 dossiers. C'était très important dans tout le domaine des sens, des 5 sens. Alors, on parlera évidemment de la lauréate qui est avec nous aujourd'hui, mais peut-être vous pouvez nous parler des autres dossiers. Je crois qu'il y avait 2 autres dossiers qui vous ont beaucoup intéressé qui justement prouvent la diversité des sujets. Il y en avait plusieurs. Il y avait aussi, par exemple, pour le goût, bien sûr, on a eu un dossier très, très intéressant d'une femme qui met au profit son sens culinaire et le don de soi pour pouvoir faire des ateliers culinaires dans les hôpitaux ou pour des enfants malades. Donc ça, c'était très intéressant et elle le fait aussi en Israël. Enfin, c'est on a l'impression Nadine que Spiegel. Les problématiques que le jury, parce que c'est pas vous, c'est l'ensemble du jury, choisit, c'est pour avoir des implications en fait dans la vie courante. Alors, ça me permet un petit peu, et on reviendra de parler de la fondation, mais j'ai envie de vous introduire Emmanuelle Green. Vous avez... Effectivement, vous êtes créatrice de parfums, donc vous allez nous raconter en quelques mots pourquoi, comment, mais surtout, ce que j'ai lu et qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il y a des conséquences ethnologiques, des conséquences de comportement, d'études de société. Par exemple, vous avez un exemple, avant de vous présenter un exemple très parlant, sur la lessive. Vous qui avez beaucoup voyagé, qui
être sensible aux odeurs. Vous dites que le degré de propreté a une incidence sur le comportement social des gens en fonction de la manière dont leur linge sent. Vous pouvez nous en dire un mot avant qu'on vous félicite? Oui, tout à fait. En fait, chaque pays, chaque région du monde est empreint de ses codes olfactifs. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans une grande maison de création, une multinationale, qui m'a emmenée à Sao Paulo, où on étudiait notamment le comportement des gens par rapport aux odeurs qui les entourent. Et on m'avait expliqué que dans les favelas, une famille qui étend son linge et le linge qui sent le propre, c'est synonyme qu'en fait, cette famille-là peut de réussite et de certaine ascension sociale ou une certaine position sociale en fait qui leur permet d'être propre. Et c'est déjà un synonyme d'une certaine position sociale. D'une CSP. Alors, je vous ai un petit peu introduit de manière bizarre, mais peut-être que vous pouvez en quelques mots raconter votre parcours, vous qui êtes créatrice de parfums. Comment? Alors, j'ai entendu, parce que je vous ai entendu lors de cette magnifique cérémonie hommage où il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. En plus, on n'était pas très loin d'après le 7 octobre, où toutes les choses prennent une signification différente. On se sent toutes peut-être un peu porteuse de messages à notre manière et de sens. Donc, ce que le prix a choisi peut paraître un peu étrange, créatrice de parfum à un moment T, mais non, justement, il y a un lien. Oui, il y a un lien et j'aimerais que vous nous l'expliquiez et que vous nous racontiez un petit peu en quelques mots d'où vous venez et peut-être comment vous êtes devenu tout simplement né. Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être ici et merci à la Fondation Julia et Stella Rosan, ainsi qu'à la Coopération Féminine. On est honorés. C'est moi qui suis honorée. Alors, je m'appelle Emmanuelle, je suis de formation parfumeuse. J'ai été formée à l'école. La meilleure école. À l'école, à l'ICIPCA de Versailles, donc c'est l'école qui forme les parfumeurs. Et puis, depuis quelques mois, j'ai monté mon petit studio indépendant de création qui s'appelle Martine et Colette, et dans lequel je crée des signatures olfactives sur mesure pour des lieux commerciaux, culturels, des particuliers, bref, tout ce qui peut se parfumer et tout ce qui m'inspire. Dans ce projet professionnel, j'ai donc présenté un dossier pour le concours de la Fondation Julia Stella Rosan et de la Coopération Féminine, dont le sujet était l'art de sublimer l'essence et réinventer pour transmettre. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à la création d'un atelier de création de parfums avec des femmes de la coopération féminine, avec des participants, des participants, et autour de la création d'un parfum. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que la création d'un parfum, c'était un prétexte pour qu'en fait, les participants et les participantes puissent entre eux se transmettre des récits, des histoires qu'elles ne se seraient jamais transmises autrement que par la porte des odeurs. Les odeurs touchant au fondamental, on a tous des Madeleines de Proust, on a tous des histoires olfactives, des souvenirs, des mémoires d'odeurs qui nous ramènent de façon très puissante et intense vers des moments de vie. Et l'idée, c'était que par le biais de ces ateliers et par ce prétexte qui était la création ou la recréation d'un parfum, les participants pouvaient se parler et se raconter par cette porte. Alors, je crois qu'ils vous ont vraiment bien choisi parce que vous avez une manière de le raconter. Vous avez des expressions, quand je vous ai entendu, notamment lors de la magnifique cérémonie hommage. Vous parlez de bibliothèque d'odeurs, vous parlez que lors de vos voyages, vous vous sevrez d'odeurs qui vous ont habité. Vous avez vraiment
un lien avec tout ce qui est olfactif qui nous est très étrange. Et puis je crois, vous l'aviez dit, je dévoile rien, que déjà toute petite, Ouais, bien sûr. vous viviez par l'odeur. C'est-à-dire que vous sentiez les manteaux des invités qui Exactement, arrivaient ouais. parce que ça avait un sens. Donc Ouais, c'est quand même assez absolument. extraordinaire de Ouais, vivre ce c'était sens qui est un... quand même pas le sens le plus valorisé dans notre société. Non, absolument. J'étais complètement menée par le bout de mon propre nez. C'était Ça pourrait être mon... le titre des livres. Hein. J'y penserai. C'était vraiment mon vecteur à moi pour le monde. C'est-à-dire que c'était ma sensibilité, c'était la première chose. Et puis depuis toute petite, j'ai choisi d'en faire mon métier. En fait, je savais que ça serait ça. Et puis plus tard, notamment avec ce concours, c'est un art. L'art de la parfumerie, c'est un art, un vrai, que j'ai voulu mettre au service de différentes causes. C'est vrai que depuis le 7 octobre, on est quand même dans un contexte très très particulier, très triste, et j'ai eu l'occasion de faire parler des femmes par le biais de ces ateliers, des femmes rescapées du kibbutz Be'eri qui ont été déplacées à la mer Morte, dans les hôtels de la mer Morte. Et voilà, on a fait des ateliers et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, les parfums et les odeurs Révèle les émotions. révélaient, et surtout à quel Et point on peut suscite un refaire partage. vivre des Ouais. choses et des endroits, notamment en Mm. l'occurrence c'était leur maison, par le biais des odeurs. C'est une force de ce C'est une prix. force. J'ai envie de dire Mm. que votre maman, Stella, serait, je pense, Je pense, épatée de ouais. voir qu'on arrive, en faisant un En prix, faisant un lien. un lien, qu'on arrive à susciter de telles Moi, ça m'a beaucoup touchée, émotions. en fait. Je pense qu'on est vraiment au cœur, je pense qu'on répond vraiment à la vocation de ce prix. Complètement. Je... Complètement, parce que elle souhaitait vraiment mettre en valeur des personnes qui pouvaient faire des choses assez méconnues, mais qui ont une importance finalement, une véritable importance. Et là, je sens que les sensations, les émotions qui peuvent être révélées par ce partage d'odeurs est très important. Et dans les histoires spécifiques que raconte Emmanuel, on sent très bien que des personnes qui ont été meurtries, qui ont eu vraiment, qui ont été Ont vécu le pire. extraites, et qui Ouais, ont on vécu peut le le dire, pire, elle les a fait un petit peu revivre. C'est une part de psychologie finalement et de thérapie que l'on ne connaissait pas. Et justement, elle s'intéresse à cela particulièrement aussi, c'est-à-dire à en faire quelque chose qui aide les autres. Alors peut-être pas le mot thérapie complètement, mais aider On parle beaucoup déjà. d'art-thérapie, beaucoup. Ben, On parle beaucoup d'art-thérapie Moi, aujourd'hui. j'ai Donc, toujours été intéressée énormément par l'art-thérapie. Et bon, L'olfactothérapie, c'est... la musique, par tout ce qui est art-thérapie, par d'autres biais. Mais je pense que l'olfactothérapie en fait partie. Maintenant, je le découvre de plus en plus. Et l'aromacologie que j'ai découvert tout à l'heure. d'accord, bon, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Là, j'ai envie de dire que la barre est haute pour dans 2 ans. Ah oui. Là, parce qu'on va devoir découvrir d'autres champs artistiques. Heureusement que j'ai donc, élargi mon jury pour me donner des idées, pour être ce ferment du brainstorming très riche, et avec des femmes de qualité. Donc ça m'aide énormément. Qui était présente à la remise du prix le 25 mars au MAGE. Voilà, je pourrais pas toutes les citer puisqu'elles sont donc, très, il faut en très citer nombreuses. aucune parce que Oui, vous allez faire des voilà. jalouses. En tout cas, on attend l'édition 2026 Eh oui. avec impatience. La fondation Stella et Julien Rozan continue et est Continue. pérenne Moi, de cette mon manière. souhait, Et je c'est de pense la que c'est votre pérenniser. vrai... Et d'en faire vraiment quelque chose qui perdure le plus longtemps, sans avoir une énorme ambition, mais c'est encore une fois de trouver des thématiques nouvelles en rapport avec nos problèmes de société ou de nouveaux enjeux, pas obligatoirement une résonance à chaque fois avec, en espérant
espérant que tous les événements durs que nous traversons pourront quand même, au fur et à mesure, avoir moins d'ampleur, et c'est ce que l'on souhaite de plus en plus, et retrouver toutes ces personnes et les amener à la guérison psychologique. Mais s'il le faut, on fera quelque chose aussi en rapport peut-être avec la psychologie justement, avec le post-traumatique, la résilience. Enfin, il peut y avoir plein de sujets qui soient en résonance en tout cas par rapport à cela. Alors, un dernier mot, si vous le voulez bien. On Bien parle sûr. beaucoup d'altérité, d'altruisme, de philanthropie. Vous avez une définition, votre propre définition de la philanthropie? Alors, je pense que ce n'est pas ma propre définition, mais il me semble que c'est non seulement donner financièrement, puisqu'on en parle beaucoup au jour d'aujourd'hui, et puis avec tout ce qui se passe, mais c'est aussi donner de son temps et donner aussi des impulsions. Et nous, c'est ce que moi j'essaye de continuer, c'est de donner les chances à certains ou certaines, ici en l'occurrence sont des femmes. L'escalateur social et l'escalateur Voilà, et essayer horizontal. de donner justement, comme aujourd'hui, un peu de lumière, mettre l'accent sur les talents d'une jeune femme, c'est déjà donné, je pense. C'est une forme de philanthropie, c'est l'amour des autres. Voilà, nous on avait fait un prix sur le respect de l'autre, sur le mieux vivre ensemble, mais je crois que Et on est au l'amour cœur du on sujet, est là. au cœur du sujet à avec fait. la philanthropie. Merci beaucoup, mesdames. Merci infiniment. J'ai très envie de continuer de voir comment votre aventure, parce qu'il faudra voir les conséquences Bien sûr. des jeunes talents et des talents On va pas se de quitter. ce prix. J'ai l'impression que vous allez pas vous... C'est un On a créé binôme des qui liens. fonctionne Voilà. très bien. Et maintenant, je me tourne vers sans transition, vers notre directeur financier administratif de la Fondation du judaïsme français, Rémi Serrouillat, pour écouter avec toute notre attention la chronique mensuelle. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, félicitations à la Fondation Julien et Stella Rosan pour la qualité des programmes qu'elle soutient. Bravo. Alors, en préambule à notre chronique, un petit rappel purement administratif. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez encore jusqu'au jeudi 6 juin pour déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu accompagnée, le cas échéant, de votre déclaration IFI 2042. Il est donc toujours possible d'effectuer un don au profit de la Fondation du judaïsme français et le déduire de son impôt sur la fortune immobilière. Et cette année, plus que jamais, notre fondation mènera des actions humanitaires auprès de la population civile en Israël. Alors la transition, vous le disiez tout à l'heure, Véronique, est toute faite, car ce mois-ci, je vais vous proposer de parler du mécénat. Alors on définit le mécénat comme l'engagement philanthropique d'un particulier ou d'une entreprise à une activité d'intérêt général, et il existe 3 formes de mécénat. Le plus connu, on le pratique quasiment sans le savoir, c'est le mécénat financier. C'est un don en argent qui est effectué au profit d'une association ou d'une fondation pour des projets à caractère culturel, éducatif ou social. Ce don donne droit à un justificatif fiscal, le fameux CERFA. Alors il existe également le don en nature. Il consiste pour une entreprise de donner des biens qui figurent dans ses stocks. Il peut s'agir par exemple de dons de matériel informatique, de mobilier de bureau, de denrées alimentaires. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Enfin, peut-être le moins connu et le plus demandé par le secteur associatif, le mécénat de compétences. Il s'agit pour une entreprise de mettre à disposition d'associations ou de fondations un ou plusieurs de ses salariés. L'entreprise peut ainsi s'engager à réaliser gratuitement des prestations informatiques, des prestations de conseil, de la comptabilité ou même effectuer des travaux d'intérêt général. Nous l'avons compris, quelle que soit la forme du mécénat choisi, le donateur bénéficiera d'une déductibilité fiscale. Pour une entreprise, 60% des dépenses ou des frais engagés, s'il s'agit de mécénat de compétences, dans la limite de 20 000 euros ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, si ce mode de calcul lui est plus favorable. Tandis que pour un particulier, 66% de réduction dans le cas de l'impôt sur le revenu et même 75% s'il s'agit de verser ce don à une fondation dans le cas de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, cette année, je le répète, plus que jamais, soyons solidaires en devenant mécènes au profit de la Fondation du judaïsme français, reconnue d'utilité publique. On agit pour un monde plus juste et pour des causes qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur.
Bonne journée à tous. Merci Rémi. Comme nous l'avons vu, ce sont des causes qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Et comme chaque mois, pour continuer cette émission, Perrine Simon-Naoum va recevoir un invité de choix pour notre seconde partie. Nous recevons Monsieur Jacob Rogozinski. Jacob Rogozinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique, de philosophie de la religion. Vous travaillez aussi beaucoup sur les relations entre philosophie et psychanalyse. Vous enseignez à l'Université de Strasbourg. Vous êtes un grand lecteur de Derrida. Et après un livre intitulé Moïse l'insurgé, vous revenez à l'actualité politique en publiant aux éditions du Cerf un livre intitulé Inhospitalité. Et je dois dire qu'on est frappé déjà par le titre. Vous nous y proposez en fait un itinéraire qui part de la philosophie pour s'élargir vers la politique, vers les questions de réflexion sur la nation, sur l'État, sur la souveraineté et les questions d'immigration, pour revenir in fine vers des réponses possibles empruntées à la tradition philosophique qui est la vôtre, à savoir la phénoménologie. On ne peut plus penser, dites-vous, la condition des immigrés à partir de termes que nous avions l'habitude d'appliquer notamment à l'histoire des Juifs, à savoir le terme assimilation. L'assimilation, dites-vous, fabrique de l'inassimilable. Et vous distinguez une tension qui serait entre l'inassimilable et l'indiscernable. Comment est-ce que vous définiriez donc cette question de l'inhospitalité et quels sont les termes finalement qu'il conviendrait d'employer aujourd'hui pour poser ces questions? Oui, enfin, effectivement, en tant que fils d'immigrés juifs venant de Pologne, durant toute mon enfance, j'étais bercé par la notion d'assimilation, qui était l'idéal qu'on nous proposait. Je pense d'une certaine façon, je suis assez bien assimilé. Mais bon, voilà, c'est un terme qui avait un petit peu reflué pendant plusieurs années, depuis un certain temps. Et à la place, on parlait plutôt d'intégration, donc quelque chose de plus respectueux de la différence, faisant plus droit à la reconnaissance de l'altérité. Assimilation, comme son nom l'indique, c'est devenir similaire. Ad similare, c'est devenir similaire, semblable au pays où on arrive. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est un terme qui vient du lexique médical. Ça désignait au départ la manière, c'est un terme récent, la manière dont l'organisme, l'estomac, assimile les éléments extérieurs pour les intégrer, les métaboliser dans l'organisme. Donc l'idée d'une disparition totale de l'altérité. Or ce terme, qui était un peu tombé en désuétude, il est revenu très très massivement en avant depuis quelques années dans le discours des Zemmour et autres, etc., avec toujours le reproche qui fait à certaines catégories d'enfants d'immigrés d'être inassimilables. Alors bon, dans les années 30, on disait que les Juifs étaient inassimilables. Il y a environ un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant, à la fin du 19e, on disait que les Italiens étaient inassimilables. À chaque génération, à chaque époque, les immigrés qui viennent, on les considère comme inassimilables parce que trop différents. Aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent d'Afrique, d'Asie, du monde musulman. Donc la notion même d'assimilation produit l'idée d'étrangers inassimilables, de la même façon, comme le disait Foucault, que la prison produit des délinquants et que l'asile psychiatrique produit des incurables. Donc je voudrais mettre en question cette notion-là pour essayer de réfléchir sur le déni de reconnaissance que ça implique. Parce qu'en disant « devenez semblable à nous » ou « vous êtes inassimilable », on implique un refus de reconnaître l'altérité, la culture propre, la manière de parler, les références religieuses, vestimentaires et autres de ceux qu'on prétend assimiler. Bon, je pense qu'il faut aussi mettre ça en cause pour essayer d'éviter des dénis de reconnaissance, parce que l'assimilation conduit à un déni de reconnaissance. En sommant l'autre d'être comme nous, on lui fait d'une certaine façon violence. Et en disant « vous n'arrivez pas à être tout à fait comme nous, donc vous êtes inassimilable », on provoque des réactions de rejet. Et il y a aussi un autre aspect sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que il y a un peu un piège, un double bind, si vous voulez. Si on ne s'assimile pas, si on ne devient pas semblable au pays qui nous accueille, donc on est rejeté dans l'enfer de l'inassimilable. Mais si on s'assimile trop bien, si on devient complètement semblable,
Ça peut être, curieusement, bon, les xénophobes ne sont pas satisfaits, au contraire, hein, ça soulève une angoisse d'autant plus intense que l'étranger semble devenu comme nous. Bon, j'évoque en passant l'affaire Dreyfus, mais bon, Hannah Arendt faisait remarquer, c'est très juste, que c'est au moment où les Juifs occidentaux s'étaient le plus assimilés, notamment en Allemagne, à la culture des pays occidentaux, c'est à ce moment-là que des formes nouvelles et extrêmement virulentes, meurtrières, d'antisémitisme ont surgi. On sait quand un juif, par exemple en France, a pu rentrer à l'état-major de l'armée, hein, ce qui était un peu le temple, le sanctuaire de la nation à la fin du 19e siècle. Donc il ne faut être qu'un traître. Donc ça, c'est toute l'ambiguïté, on y reviendra peut-être, l'ambiguïté du presque même. Celui qui est tellement semblable à nous qu'il n'en diffère par rien de visible, ça devient indiscernable. Et c'est d'autant plus angoissant, son étrangèreté est d'autant plus angoissante que plus rien, ou presque, ne permet de le distinguer de nous. Et c'est là, je crois que c'est là que surgit la xénophobie, le racisme, dans leurs variantes les plus meurtrières, les plus exterminatrices. Donc ce n'est pas le tout autre, ce n'est pas l'absolument étranger qui suscite la haine, c'est celui qui est presque même. Alors, le parti que vous prenez dans cet ouvrage, je dirais, c'est de travailler ce que vous appelez le déni de reconnaissance, ou la question de, maintenant je ne sais plus quel terme employer finalement, de l'intégration ou voilà, de la réception de l'étranger dans nos sociétés, non pas du point de vue de l'étranger, mais de notre point de vue, c'est-à-dire l'idée finalement que dans notre rapport au monde, nous pourrions trouver des notions, nous pourrions trouver des attitudes, des positions qui nous permettraient finalement de recevoir l'autre. Et donc, vous choisissez de parler de l'inhospitalité, encore une fois, cette notion qui est très frappante, à partir de la dimension de la nation et de ces trois notions que sont le peuple, le territoire et la souveraineté. Et une phrase m'a beaucoup frappée. Vous écrivez, page 82, « Ce serait une erreur de croire que l'inhospitalité croissante dans nos sociétés annonce un nouveau fascisme ». D'où vient alors cette inhospitalité? Est-ce que c'est uniquement un réflexe de peur, comme vous venez de le montrer, c'est-à-dire l'idée que l'étranger ne serait plus identifiable, reconnaissable comme tel, et le lien avec les théories du complot? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sous-tendent cette inhospitalité, et comment est-ce que dans le paysage actuel vous l'analysez? Écoutez, le point de départ de ce livre, c'était sans doute une surprise. Enfin, il y a quelque chose de très énigmatique. Si on regarde les chiffres sérieux, les chiffres de démographes, de spécialistes des migrations, comme François Héran, Hervé Lebret, etc., on s'aperçoit qu'au fond, il y a très peu de réfugiés qui pénètrent en Occident et notamment dans notre pays. Le solde migratoire, c'est-à-dire l'excédent de ceux qui restent par rapport à ceux qui s'en vont, est de 65 000 par an en France. 65 000 par an, 0,1% de la population environ. Donc on est très loin de la submersion migratoire qu'on nous annonce avec horreur, on est très loin du grand remplacement. On estime, les chiffres les plus sérieux montrent qu'il y a environ 10% d'immigrés, d'enfants immédiats d'immigrés, première génération. J'en fais partie d'ailleurs. Mais bon, 10%, on voit assez mal comment ils pourraient remplacer en peu de temps les 90% restants. Donc là, il y a quelque chose de très, très étrange. Il y a quelque chose qui est l'ordre du fantasme ou du délire. À un moment donné, je fais appel à la psychanalyse. Je pense que face à un fantasme, il faut faire appel à la psychanalyse. Donc, l'immigration est relativement faible. En plus, les sociétés occidentales ont fait la preuve de leur capacité à intégrer de nombreux immigrants. Les boat people venant d'Indochine il y a une trentaine d'années, 1 million de réfugiés afghans et syriens en Allemagne il y a 7 ou 8 ans, 4 ou 5 millions même de réfugiés ukrainiens récemment. C'est donc possible. Donc face à un tout petit nombre d'étrangers qui viennent dans notre pays, on voit surgir une montée mais effrénée, effrayante de la xénophobie et ce fantasme d'une invasion, qui passerait à travers des frontières
passoire pour submerger les autochtones, les Français dits de souche, et ça réapparaît partout. Bon, les élections prochaines montreront très bien l'avancée des partis xénophobes dans toute l'Europe. Donc j'ai voulu rendre compte de ce phénomène, de ce que j'appelle un dispositif d'inhospitalité. Sur quoi s'appuie-t-il et comment expliquer son expansion rapide? Bon, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, l'hypothèse sur laquelle je me suis appuyé, c'est une hypothèse que j'emprunte à Claude Lefort, un important penseur du politique, peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui, en tout cas pour moi, il a joué un rôle très important. Et il définit la démocratie moderne comme une dynamique de désincorporation des corps politiques. C'est au fond très simple. Dans les sociétés traditionnelles jusqu'à la Révolution française, l'État, le peuple se vivait comme un grand corps, enfin toute communauté humaine se vivait comme un grand corps. L'Église, corps mystique du Christ, dont le Christ est la tête, le royaume, le corpus mysticum du royaume, dont le roi est la tête. Puis il arrive un moment dans l'histoire des sociétés humaines où cette représentation commence à s'épuiser, où donc les communautés tendent à se désincorporer. Pour Lefort, le tournant sur les révolutions étant modernes, notamment la Révolution française. Alors ce processus de désincorporation, il est libérateur, il est émancipateur. En même temps, il provoque une intense angoisse, parce que ce n'est pas évident de sentir que le corps auquel on se rattache est en train de se décomposer, de se démembrer. Ça peut provoquer une très très intense angoisse. On le voit dans des psychoses qui frappent des individus. Je pense à ces schizophrènes qui se vivent comme un corps morcelé, qui n'arrivent pas à se rendre compte que leurs bras ou leurs mains ou leur visage leur appartient. C'est lié à une extrême angoisse. Alors cette angoisse explique qu'on a trouvé dans les sociétés occidentales une contre-tendance, une tendance inverse à réincorporer ces sociétés en train de se désincorporer. Et c'est ainsi que Lefort interprétait les totalitarismes du XXe siècle, le nazisme, le communisme stalinien. Mais ils ont été vaincus, ces mouvements ont échoué, Dieu merci, ils sont vaincus, et aujourd'hui le processus de désincorporation se poursuit. Et il engendre à nouveau ce type d'angoisse. Alors la question c'est, y a-t-il ou non tendance à la réincorporation des sociétés contemporaines, et comment se passe-t-elle? Est-ce qu'elle vise à recréer un corps total, comme sous Hitler, comme sous Staline, ou quelque chose d'autre? Alors, mon hypothèse, mais bien sûr, ça peut se discuter. Mon hypothèse, c'est que on n'a pas affaire dans les régimes illibéraux, la Hongrie de Orban, la Russie de Poutine. Après tout, l'Italie est actuellement dirigée par quelqu'un qui se réclame du post-fascisme, qui est une héritière avérée de Mussolini. On n'assiste pas, me semble-t-il, à la reconstitution d'un corps total avec un parti unique, une religion d'État, une obéissance absolue au chef. Les choses sont plus complexes et plus variées. Encore qu'en Russie, on pourrait commencer à se poser la question. Je pense qu'on a affaire à des réincorporations partielles qui portent essentiellement sur un aspect du grand corps, à savoir sa peau. La limite qui sépare le dedans du dehors. Donc je rappelle, Jacob Rogozinski, que nous parlons de votre livre, Inhospitalité, qui sort ces jours-ci aux éditions du Cerf. Et précisément, vous parliez de la peau, vous empruntez au psychanalyste Didier Anzieux son concept de moi-peau. Moi, trait d'union, peau, comme à la fois, je dirais, une barrière protectrice, mais aussi ce par quoi se fait la transition ou le contact avec l'extérieur. Comment est-ce que cette prise en compte du moi-peau pourrait apparaître peut-être comme un moyen de répondre donc à cette inhospitalité qui est aujourd'hui le fait d'un grand nombre de nos sociétés? Répondre, je ne sais pas, en tout cas elle peut permettre de l'éclairer au moins en partie. C'est-à-dire, si on part de l'idée qu'au fond c'est ces notions dont on nous rebat les oreilles, submersion migratoire, invasion, etc. Si on part de cette constatation toute simple qu'en réalité ce n'est pas vrai, on a donc affaire à un fantasme, un très puissant fantasme collectif. Et donc je me suis intéressé à la psychanalyse parce que c'est une des théories qui permet le mieux d'élucider les fantasmes de l'individu. Alors, savoir comment ces fantasmes individuels sont traduits sur le plan collectif, c'est une question difficile. En tout cas, ce qui est intéressant chez Anzieux, c'est qu'il tente d'analyser ce qu'il appelle les pathologies de l'enveloppe. Il y a à la fois l'enveloppe biologique, enfin la peau
qui enveloppe notre corps et la protège du dehors, tout en assurant une communication entre le dedans et le dehors. Et pour Anzieux, elle se redouble sur le plan psychique par cette enveloppe qu'il appelle le moi-peau, qui est une enveloppe imaginaire, qui est la manière que nous avons de nous représenter notre individualité, hein, comme entourée d'une barrière protectrice, hein, qui est aussi un point de contact avec le dehors, une surface d'inscription et de transition. Or, dans certaines des pathologies du moi-peau, et là ça renvoie à des constatations cliniques hein, qu'on peut observer chez des psychotiques ou chez dans différents cas de pathologie, il y a le sentiment que ce moi-peau est troué, qu'il est perforé par des mauvais objets qui viennent du dehors et qui pénètrent dedans pour détruire le corps. Et donc, effectivement, il y a la notion d'un moi-peau passoire, dit Anzieux. Il écrivait ça il y a une trentaine, quarantaine d'années. Et là, pour moi, ça fait écho avec un terme qu'on trouve dans le lexique de l'extrême droite, chez les Zemmour, les Le Pen, les Bardella, et aussi parfois un peu à gauche, la notion de frontière passoire. Donc je pense que cette représentation d'une frontière passoire hein, qui serait pénétrée par des éléments hostiles venant du dehors, c'est en fait la projection sur le plan collectif d'une pathologie de l'enveloppe. Voilà, cette pathologie qui consiste à penser que notre enveloppe de protection contre le dehors a été percée, et que donc des mauvais objets font effraction en nous. Et donc la réaction consiste à faire bloc, à fermer tous les orifices, à cristalliser, à sédimenter, à durcir cette peau pour en faire une sorte de carapace, une cuirasse hermétique. Mais c'est une pathologie. Et donc il faut essayer de penser la xénophobie comme une pathologie sociale. Et voilà, il faut prendre au sérieux le terme xénophobie. C'est une phobie, ça dure une pathologie qui se développe sur le plan collectif. Comment peut-on en guérir? Là, c'est une toute autre question. Alors, juste une dernière peut-être question, parce que il nous reste peu de temps. Vous faites quand même une hypothèse que vous appelez l'hypothèse du restant, c'est-à-dire voilà, repérer le restant de ma chair, dites-vous, que je projette sur les autres. Et vous montrez très bien, vous avez cette très belle phrase pour finir le livre, que c'est en chacun de nous, finalement, que commence le chemin de l'hospitalité. Et vous intitulez votre dernier chapitre, Jacob Rogozinski, « Difficile hospitalité », ce que j'ai lu pour ma part, évidemment en écho à Lévinas, « Difficile liberté ». Peut-être dans les 2-3 minutes qui nous restent, je voudrais que vous nous indiquiez quelques raisons d'espérer ou quelques directions. Tout à fait. Si vous voulez, bon là je me réfère un peu à Ricoeur, à Paul Ricoeur dans ce livre. Et Ricoeur s'appuyait sur des très beaux versets de la Torah, qui commandent l'hospitalité. Ricoeur qui était un philosophe protestant. Voilà, que l'étranger qui vienne, considère-le comme s'il était d'ici, aime-le comme toi-même. Vous aussi, vous avez été étranger au pays d'Égypte. Et donc Ricoeur s'appuie sur cela en disant il faut refonder l'hospitalité sur le souvenir réel ou fictif d'avoir été soi-même étranger et de porter soi-même en soi de l'étrangèreté. Alors, ce que j'appelle le restant, ça renvoie à d'autres travaux antérieurs, c'est la part d'étranger qu'il y a en chacun de nous, une part d'étranger qui nous hante chacun. Et donc, la grande question, c'est de savoir si nous l'accueillons, hein, si nous l'acceptons, ou si nous la refusons très violemment. Or, je suis persuadé que des gens qui sont, par exemple, homophobes ou misogynes, des gens qui haïssent les femmes ou les homosexuels, c'est parce qu'ils sentent en eux obscurément une part de féminité qui leur fait horreur. On sait que Hitler, ça c'est avéré, Hitler redoutait d'être lui-même d'origine juive. Et quelque part, dans sa haine exterminatrice, il y avait peut-être une angoisse, une horreur face à la part juive qu'il sentait ou qu'il pressentait obscurément en lui. Alors je veux dire par là que si on n'est pas d'abord hospitalier envers soi-même, hospitalier envers la part énigmatique, la part d'ombre, ce que j'appelle le restant, la part d'étranger en nous-mêmes, c'est impossible d'être hospitalier envers l'autre qui vient. Hein, si on rejette très violemment l'étranger qui est en nous, on le rejette forcément au dehors, et donc la haine, l'angoisse, l'horreur, le dégoût qu'on éprouve envers cette part étrangère en nous-mêmes, on la projette sur l'autre. C'est une manière d'ailleurs de se sentir très bien, d'être purifié de toute angoisse. Simplement, on projette ça vers le dehors et on n'a plus qu'à rejeter, expulser, enfermer ou exterminer l'étranger.
Donc, il faut d'abord se réconcilier avec ses propres fantasmes, se réconcilier avec l'étranger qui est en chacun de nous, et se souvenir qu'on a été soi-même étranger dans ce pays d'Égypte que nous sommes chacun pour nous-mêmes. Et alors oui, on pourra entrer dans la terre promise de l'hospitalité. Bien, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs, Jacob Rogozinski, à votre très beau livre qui paraît ces jours-ci aux éditions du Cerf dans une nouvelle collection intitulée Inhospitalité. Merci beaucoup. Merci à vous, Perrine.